Bonjour et Gounon, et buenas. Donc je disais, je suis Armelle Barthez-Casal de l'Agence départementale du tourisme Béarn Pays Basque. Et on vous propose aujourd'hui ce webinaire pour une restauration éco-responsable et rentable. C'est Élise Baron qui va assurer l'animation et le pilotage de ce webinaire. Moi, je vais juste démarrer par la présentation du projet Gatouri 2, qui est le projet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, Gatouri 2, c'est un projet transfrontalier euh, sur le territoire de la Navarre, du Pays Basque français, du Pays Basque Nord et du Béarn. Et c'est le prolongement d'un projet transfrontalier qui avait démarré au début des années 2020. Son objectif, en fait, c'est de venir consolider une destination touristique gastronomique internationale, responsable et durable. Ce projet va durer sur 3 ans. Il a démarré au début de cette année, se terminera fin 2026. Et il est financé par des fonds européens dans le cadre du FEDER. Donc, les territoires concernés, comme je vous le disais, c'est le Pays Basque côté français, le Béarn et la Navarre. Ce sont des territoires qui sont riches d'une gastronomie variée, avec des producteurs respectueux de l'environnement et des chefs qui sont respectueux de la tradition culinaire. Donc, en gros, c'est l'union de trois territoires avec des saveurs authentiques, des produits locaux de qualité et qui se rencontrent pour un mariage d'excellence. L'objectif général, donc, comme je vous le disais, c'est de consolider ce territoire transfrontalier autour d'une destination touristique et gastronomique internationale, responsable, durable et de qualité. Et l'objectif spécifique de ce projet transfrontalier, c'est de renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l'inclusion sociale et l'innovation sociale. C'est ainsi qu'il est inscrit auprès de l'Europe. Voilà, donc vous avez les axes, hein. Alors, Pardon, excusez-moi. les actions envisagées, c'est le transfert de connaissances et l'échange de bonnes pratiques dans des domaines tels que la durabilité environnementale et sociale, la qualité et les circuits courts. Il y a également un plan de professionnalisation qui démarre en fait aujourd'hui par des actions de formation et un plan de promotion donc, qui viendra sur la fin du projet pour consolider la destination avec l'inclusion de produits et d'itinéraires qui viendront promouvoir un tourisme responsable, durable et de qualité et la mise en œuvre d'actions pour promouvoir les produits, notamment les produits touristiques et la destination à un niveau international. Les bénéficiaires de ces actions, mais ce sont les producteurs de produits locaux, les commerces de bouche, les restaurateurs comme vous aujourd'hui, les hôteliers et bien sûr l'ensemble de l'écosystème touristique de nos trois destinations. Voilà, donc les partenaires côté Navarrais sont l'association, l'AEHM, l'association de l'hôtellerie et du tourisme de Navarre. Côté Pays Basque français, nous avons la Chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque. Nous avons également l'INTIA et le gouvernement de Navarre. Et pour terminer, côté français, donc l'Agence départementale du tourisme des Pyrénées-Atlantiques qui ouvre donc le Pays Basque français et le Béarn. Et enfin, donc, le financement de ce projet est financé à 65% par des fonds européens de développement régional via un programme Interreg Espagne-France-Andorre. Et l'objectif, c'est de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone transfrontalière Espagne-France-Andorre. Je vous remercie. Je laisse la parole à Élise et on va rentrer dans le cœur du sujet. Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis Élise, cofondatrice de FIG. Quelques mots sur FIG avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons créé FIG il y a 4 ans autour de la volonté de participer à la décarbonation de la restauration commerciale. Donc FIG, hein, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On accompagne au quotidien des restaurateurs vers une démarche éco-responsable à travers à la fois de la formation comme on fait aujourd'hui ou de l'accompagnement individuel. Et à bout de démarche, on a également créé un label qui va permettre de valoriser les restaurants les plus éco-responsables.
En termes d'approche, on s'adresse à tous les restaurateurs, quel que soit leur niveau d'engagement initial, par une approche scientifique qui est basée sur l'empreinte carbone et focalisée toujours sur les économies que dégage une démarche environnementale, hein. Vous allez voir tout au long de la présentation, hein, la démarche de décarbonation, c'est vraiment une démarche d'économie euro. Et voilà, il y a vraiment des belles économies à aller chercher. Depuis 4 ans, on a eu la chance de travailler maintenant avec plus de 500 restaurateurs partout en France sur tout type de concept, qui fait que, au-delà de notre expertise scientifique, on a des très bons retours terrain des uns et des autres, qui nous permettent de savoir dans quels axes il faut prendre la démarche, quels sont les retours sur la faisabilité des actions, et donc qui nous permet de faire gagner du temps aux restaurateurs qu'on accompagne. Alors, pour commencer cette présentation, quelques slides sur les contextes et enjeux de la restauration durable. Alors, un chiffre pour débuter. Aujourd'hui, il y a 26% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à notre alimentation. L'alimentation, c'est donc un des leviers fondamentaux pour lutter contre la crise climatique. Et les restaurateurs, ils ont un rôle à jouer fort dans cette transition alimentaire. Pourquoi? D'abord parce que c'est un des plus gros maillons de cette chaîne alimentaire, hein. C'est un repas sur 5 qui est pris hors domicile en Europe. Et en France, hein, c'est 2 milliards de repas qui sont pris annuellement à la restauration commerciale. Donc, hein, ça représente des milliards de repas qui sont pris annuellement au restaurant. Et c'est par ailleurs en chiffre en constante augmentation, puisque avec les changements de mode de vie, il y a de plus en plus de repas qui sont pris hors domicile. Au-delà de ça, et c'est peut-être le plus important, vous êtes en contact avec des clients toute la journée, et donc vous pouvez vraiment jouer ce rôle d'entraînement et entraîner vos clients vers une alimentation durable. Euh, Au-delà de cette responsabilité des restaurateurs, hein, la restauration durable, c'est clairement un enjeu stratégique maintenant pour les restaurateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente forte côté client. Pour vous illustrer ça, hein, quelques chiffres qui sortent d'une étude qui s'appelle l'étude Kirkana, a été éditée en février 2024, qui montre qu'il y a 45% des consommateurs européens qui considèrent que l'éco-responsabilité est un critère lorsqu'on choisit un restaurant, et 56% des consommateurs européens qui souhaitent avoir davantage d'aliments biologiques dans les menus. Ces deux chiffres, hein, ils montrent bien qu'il y a vraiment un vrai appétit côté client pour de la restauration durable. Et donc, mettre en œuvre une démarche éco-responsable, c'est avant tout répondre à vos clients et gagner en attractivité par rapport dans votre positionnement concurrentiel. De la même façon, l'éco-responsabilité, c'est clairement un levier d'économie et de marge. C'est quelque chose qui est pas forcément intuitif, hein, mais vraiment toutes les études le montrent. Il y a notamment une étude qui a été menée par l'ADEME en 2019 sur ce sujet, qui montre que avec la mise en place d'une démarche éco-responsable, il y a à minima 10% d'économies à aller chercher avec des éco-gestes, et on peut aller avec une démarche plus construite jusqu'à 31% d'économies sur l'électricité, 47% sur le gaz et 82% sur la production de déchets. Ce qui montre qu'il y a vraiment des belles économies à aller chercher. Et pour renforcer ça, hein, nous, c'est quelque chose qu'on observe au quotidien avec les restaurateurs que l'on accompagne. Je vous ai présenté dans le reste de la présentation d'autres chiffres qui vont dans ce sens. Dernier point important, l'éco-responsabilité, c'est un moyen également de faire rayonner votre marque employeur. Les jeunes, enfin les employés et notamment les jeunes générations sont en recherche de sens dans leur travail. Et donc, si vous mettez en place cette démarche, hein, ça vous donne un critère supplémentaire pour les convaincre de rejoindre votre équipe et ensuite pour les fidéliser autour de ce projet qui a vraiment du sens. Euh, Parallèlement à ça, hein, le contexte réglementaire s'accélère sur ces sujets-là, et ça, c'est vrai dans toute l'Europe. Euh, pour ce qui est de la France, hein, quelques rappels de la réglementation. Donc depuis 2016, hein, il y a l'obligation du tri 5 flux. Ça veut dire que les restaurateurs doivent trier séparément tout ce qui est papier, plastique, métal, verre et bois. Et par ailleurs, depuis 2024, il y a la revalorisation obligatoire des déchets alimentaires. Côté plastique à usage unique, hein, la France a mis en place une politique pour essayer d'éradiquer tout le plastique à usage unique. C'est en tout cas l'objectif d'ici 2040. Et dans ce contexte-là, donc depuis 2021, il y a l'interdiction de tout ce qui est paille en plastique, couverts jetables et boîtes en polystyrène. Et depuis 2023, l'interdiction de la vaisselle jetable sur place.
Dernier point de réglementation important autour du gaspillage alimentaire. Là encore, la France a des objectifs assez clairs là-dessus, hein. L'objectif, c'est de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. Et donc, dans ce contexte-là, pour les restaurateurs, vous avez enfin, l'obligation de mettre à disposition de vos clients des gourmet bags qu'ils peuvent utiliser pour rapporter leurs restes lorsqu'ils n'ont pas fini leurs assiettes. Côté espagnol, la réglementation va vraiment dans le même sens, hein. Donc avec l'obligation de la même façon du tri 5 flux, donc papier, carton, emballage, verre et métaux, une valorisation obligatoire des biodéchets depuis 2022 et également la valorisation des textiles. Donc l'objectif, hein, c'est de vraiment d'augmenter le taux de recyclabilité. Pour ce qui est du CHR au niveau des boissons commercialisées, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 30% de contenants en eau qui sont réutilisés, 80% sur la bière, 60% sur les boissons non alcoolisées et 20% sur le reste. Côté plastique à usage unique et emballage, de la même façon, hein, la réglementation pousse les restaurateurs. Donc, il y a l'obligation d'offrir gratuitement de l'eau en carafe et d'accepter les contenants. Une interdiction de tout ce qui est paille en plastique, couverts jetables, boîtes en polystyrène ou contenants en plastique oxydodégradable. Et une tarification obligatoire des gobelets et des récipients pour la vente à emporter. Pour autant, et c'est un peu le paradoxe, hein, c'est que ces enjeux, ils sont difficiles à appréhender pour les professionnels. Nous, c'est quelque chose qu'on observe, hein, dans le cadre des accompagnements qu'on peut réaliser. Les professionnels veulent aller dans la démarche, mais ils ne savent pas par où commencer, quels sont l'impact des différentes actions. Alors, il y a une étude qui a été menée par Harris Interactive en 2020 sur ce sujet, qui montrait qu'il y avait 57% des professionnels qui pensaient avoir un rôle à jouer dans le développement durable. Pour autant, il y avait 51% d'entre eux qui pointaient du doigt un manque de moyens financiers, 45% d'entre eux qui manquaient un manque de temps et 40% d'entre eux qui manquaient un manque d'information, hein, preuve de vraiment cette difficulté à appréhender ces enjeux. C'est l'objectif, hein, d'aujourd'hui, hein, c'est de vous donner des premières pistes et bien sûr ensuite il y aura les accompagnements individuels qui permettront à ceux qui le souhaitent d'aller vraiment plus loin dans la démarche. Alors, quelle démarche pour une restauration éco-responsable et rentable? Alors, pour répondre à cette question, il est intéressant de repartir de bilan carbone de restaurant qui permet d'identifier justement quels sont les impacts, hein, dans un restaurant pour mettre en place la démarche qui soit la plus efficace possible. Donc, c'est ce qu'on vous présente ici sur cette slide, hein. Vous avez l'empreinte carbone d'un restaurant par poste. Et qu'est-ce qu'on peut voir, hein? On peut voir que la carte, ça va représenter entre 50 à 90% du bilan carbone dans un restaurant. Donc c'est clairement, hein, l'action la plus fondamentale sur laquelle il faut travailler lorsque vous mettez en œuvre une démarche éco-responsable. Vient ensuite le sujet de l'énergie qui va représenter entre 7 à 30% de votre bilan carbone. Ensuite, le sujet des déchets qui va représenter entre 2 à 8% de votre empreinte carbone. Donc, c'est vraiment sur le sujet de la carte, l'énergie et des déchets qu'il faut focaliser votre énergie. Sachant que, bien évidemment, il existe d'autres actions sur lesquelles vous pouvez travailler, hein. Il y a notamment également le sujet des transports et de la mobilité qui est important. Néanmoins, nous, notre expérience, c'est que c'est un enjeu qui est plus difficile à appréhender. C'est plus difficile, hein, d'aller voir vos fournisseurs pour leur demander de réduire, de mettre en place un système d'optimisation de la livraison. Et de la même façon, c'est difficile d'aller voir le client pour leur demander de venir en vélo au restaurant. Donc, c'est un levier sur lequel vous avez moins d'impact. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de redescendre ensemble ces trois leviers, hein, pour essayer d'identifier à chaque fois quelles sont les actions clés sur lesquelles vous pouvez travailler et quels sont les bénéfices euros associés à chaque action. Alors, sur le sujet de la carte, le premier levier d'action sur lequel il faut travailler, c'est le levier de la végétalisation des assiettes et de rééquilibrage des protéines animales. Alors pourquoi c'est un levier important, hein? Pour comprendre ça, on vous a mis sur la partie gauche de la slide l'empreinte carbone de nos aliments. C'est exprimé en kilos de CO2 équivalent par kilo. Donc c'est pour 1 kilo de produit, combien est-ce que ça génère de kilos de gaz à effet de serre? Qu'est-ce que vous pouvez voir en regardant cette slide, hein? C'est qu'on voit très clairement que tout ce qui est protéines végétales, il est à droite du tableau. Donc, c'est des empreintes carbone qui sont relativement faibles, aux alentours de 1. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est protéines animales, qui ont des empreintes carbone qui sont bien plus élevées, globalement supérieures à 4.
On comprend donc bien que assez facilement, lorsque vous allez pousser le végétal dans l'assiette, vous allez de façon mécanique réduire l'empreinte carbone de l'assiette. Au-delà de ça, on voit qu'il y a de grandes différences au sein des protéines animales, avec d'un côté tout ce qui est tout ce qui est les ruminants, donc bœuf, veau, agneau, qui vont avoir des empreintes carbone élevées, donc supérieures à 25, et de l'autre côté tout ce qui est porc, volaille et poisson, qui ont des empreintes carbone plus moyennes, entre disons 5 et 7. Donc là encore, hein, assez mécaniquement, si vous poussez la viande blanche dans l'assiette par rapport à la viande rouge, vous allez réduire l'empreinte carbone de l'assiette. Alors, un petit point juste sur le poisson, hein. Certes, hein, l'empreinte carbone du poisson, elle est plus faible. Néanmoins, le sujet du poisson pose d'autres problématiques, notamment en lien avec la surpêche, puisqu'aujourd'hui, il y a 34% des stocks de poissons qui sont surexploités. Ça veut dire que c'est des poissons, on va pêcher plus de poissons que l'océan nous régénère. Et également, il y a énormément de problématiques autour de la destruction des fonds marins avec certaines techniques de pêche, comme par exemple le chalut, la drague ou la seine, qui sont des techniques de pêche qui sont non sélectives et qui vont aller racler le fond de l'océan et donc tout détruire les sédiments au fond de l'océan. Dernier point sur le poisson, hein, c'est toute la problématique autour de la pollution des océans, parce qu'il faut savoir qu'il y a 10% de la pollution plastique dans les océans qui est liée au matériel de pêche. Donc clairement, hein, vous voyez peut-être venir, hein, le levier le plus efficace pour réduire l'empreinte carbone de l'assiette, c'est d'essayer de pousser au maximum les protéines végétales dans vos assiettes qui ont des empreintes carbone qui sont nettement inférieures à tout ce qui est protéines animales. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, par où vous pouvez commencer et comment faire très concrètement dans vos restaurants pour essayer de pousser le végétal? Donc l'idée, hein, c'est d'essayer de retravailler progressivement les assiettes et les menus pour mettre le végétal au cœur des assiettes. Donc pour ce qui est des assiettes, vous pouvez essayer de réduire progressivement les grammages de protéines animales et au contraire travailler le végétal au sein de la garniture sous toutes ses formes pour arriver à un vrai sentiment de satiété. Donc l'idée, c'est de pas de faire la révolution, hein, de réduire complètement la portion de viande et de poisson, mais plutôt d'y aller progressivement. Vous pouvez réduire de 10 grammes, de 20 grammes, voir comment les clients réagissent. Et parallèlement ça, vous travaillez des belles garnitures qui permettent à avoir des assiettes qui sont vraiment variées, qui donnent envie et qui donnent une vraie expérience côté client. Parallèlement à ça, l'idéal, c'est quand même d'essayer de travailler majoritairement de la viande blanche et également des poissons qui sont moins sous pression. Donc plutôt de favoriser tout ce qui est des poissons comme les sardines, le taco, le mer du blot et d'essayer d'éviter les poissons qui sont les plus pâchés comme par exemple le cabillaud, le saumon, la crevette qui sont vraiment des poissons qui sont les plus consommés. Alors, ces actions, hein, elles sont intéressantes parce qu'elles vont vous permettre d'optimiser la marge. Si vous réduisez les protéines animales dans les assiettes, vous allez augmenter la marge de vos assiettes. De la même façon, si vous poussez par exemple plus de viande dans vos assiettes, vous allez diminuer le coût d'achat de vos assiettes. On estime que c'est à peu près 10 à 20% facilement gagné en mettant ce type d'action de réduction des coûts matières de l'assiette. Parallèlement à ça, vous pouvez essayer d'augmenter la proportion de plats végétariens. Alors, par exemple, hein, si vous n'avez pas de plat végétarien, vous pouvez par exemple proposer un plat végétarien pour voir comment est-ce que les clients réagissent. Et progressivement, si le client vous suit dans cette démarche, vous pouvez augmenter cette offre végétarienne pour aller par exemple jusqu'à un tiers de la carte qui est végétarienne. Parallèlement à ça, il y a un levier qui est le marketing qui est très intéressant à travailler également. Souvent, à nous les restaurateurs, nous remonte le fait que les clients peuvent être assez peu heureux par rapport aux options végétariennes, qui vont considérer que c'est une cuisine un peu fade et régime. Donc, il existe plein de leviers marketing hein, pour les aider à découvrir cette offre végétarienne. Par exemple, vous pouvez proposer de temps en temps une offre végétarienne en suggestion du chef pour donner envie à vos clients de découvrir cette proposition. Vous pouvez également jouer sur les prix en mettant les offres végétariennes légèrement moins chères et donc en incitant les clients à prendre ces options végétariennes. Ou travailler sur les descriptions des menus pour donner envie aux clients en mettant en avant vraiment toute la saveur autour de votre plat et en éradiquant tous les termes de vegan, végétarien qui font vraiment peur.
Alors, pour vous illustrer ça, hein, un petit exemple très concret. Donc, nous, on a travaillé avec un restaurateur qui avait un concept de poké. Ils avaient un poké qu'ils avaient nommé poké vegan et les ventes étaient quasi nulles. Ils ont renommé ce poké en sexy falafel et en faisant cette action, les ventes ont significativement augmenté. Ça montre à quel point hein, il y a des leviers marketing sur lesquels on peut travailler pour donner envie aux clients de découvrir ces options végétariennes. Deuxième levier intéressant sur lequel on peut travailler, c'est les saisons. Les saisons, hein, c'est un levier fondamental. Pourquoi? Parce qu'un légume hors saison, c'est un légume soit qui vient de loin, ou soit qui a poussé sous serre chauffée. Et dans le deux cas, il va demander plus d'énergie. Alors, si on prend l'exemple de la tomate, une tomate hors saison, c'est jusqu'à 3 fois plus de carbone qu'une tomate de saison, et jusqu'à 10 fois plus d'énergie si elle est sous serre chauffée, et 4 fois plus d'eau si elle vient d'un pays sec. Dans la même démarche, l'idée, c'est d'essayer d'aller réduire tous les produits qui viennent de très loin, et notamment les produits qui viennent en avion, qui ont des empreintes carbone qui sont significativement plus élevées. Si on prend par exemple l'exemple de la mangue, hein, une mangue avion, c'est 15 fois plus d'empreinte carbone qu'une mangue bateau. Vous allez me dire hein, comment identifier ces produits qui viennent en avion. Donc c'est obligatoire hein, sur les étiquettes d'avoir cette mention d'avion lorsque les produits viennent en avion. Par ailleurs, hein, les produits qui viennent en avion, c'est les produits fragiles. Donc c'est tout ce qui va être fruits rouges en hiver, les mangues et certains ananas notamment. Alors là encore, très concrètement, hein, l'objectif, c'est d'essayer de revisiter vos recettes avec les produits disponibles. Donc l'hiver, ça va tourner autour des choux et des courges, et l'été plutôt autour des tomates et des courgettes. Et vous pouvez aussi vous utiliser hein, toutes les méthodes de conservation pour essayer de prolonger les saisons, les bocals, les conserves, qui permettent par exemple d'utiliser des tomates toute l'année. N'hésitez pas également à vous baser sur des calendriers des saisons qui vous permettent d'y voir clair sur les saisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est disponible tout le temps. Donc parfois, c'est assez difficile de savoir si le produit est de saison ou pas. Je pense par exemple à l'avocat. Hein, souvent, c'est un produit d'hiver et en fait, il est surtout consommé l'été. Donc voilà, si vous prenez un calendrier des saisons, vous pouvez vous assurer que les produits que vous consommez sont de saison. Dernier levier sur la carte qu'il est intéressant de travailler, c'est le levier du gaspillage alimentaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est un levier important? Parce que un aliment qui est mis à la poubelle, quelque part, il va compter double. Il va falloir de l'énergie d'abord pour le produire et ensuite de l'énergie pour le détruire. Donc, il y a quelque part un double effet qui fait que son impact est majoré. D'un point de vue économique, hein, c'est également un levier de marge. On parle de 10% que 10% des achats des matières premières partent en moyenne à la poubelle dans un restaurant. Donc, il y a clairement des économies à aller chercher. Et c'est quelque chose qu'on observe dans tous les concepts. Hein. C'est entre 140 grammes pour un restaurant restauration rapide à 275 grammes pour un gastronomique de gaspillage alimentaire en moyenne par couvert. Donc c'est vraiment un constat qui est généralisé pour l'ensemble des restaurants et qui peut être travaillé pour tous les concepts. Alors, quelques premières pistes d'action sur lesquelles vous pouvez travailler. Ce que nous, on vous conseille, c'est d'abord d'essayer d'inspecter vos poubelles pour essayer de mieux comprendre les gisements de gaspillage alimentaire. N'hésitez pas donc à vraiment mettre le nez dans les poubelles hein, pour voir qu'est-ce que constituent vos poubelles et ensuite pouvoir mettre en place des actions dédiées. Si vous le pouvez, ce qui est vraiment super, c'est de faire un travail de peser des déchets, par exemple sur une semaine, qui va vous permettre de quantifier votre volume de gaspillage alimentaire et d'identifier vraiment sur l'ensemble de la démarche combien est-ce que vous générez de gaspillage alimentaire. Parallèlement à ça, vous pouvez ensuite mettre en place des actions ciblées selon les observations que vous avez faites. Alors, quelques exemples d'actions hein, que vous pouvez travailler. Par exemple, en amont, travailler sur une meilleure évaluation des besoins à travers un système de réservation. Retravailler toute votre procédure de stockage. Souvent, on se rend compte que le stockage peut être à l'origine de gaspillage alimentaire. Donc, mettre en place un système d'affichage d'étiquettes claires lorsque vous recevez un produit. Mettre en place une procédure d'inventaire pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de gaspillage alimentaire sur le stock amont.
Ensuite, en cuisine, hein, l'idée c'est d'essayer de travailler sur la taille de la carte pour essayer de réduire la taille de la carte. Plus la carte est petite, hein, moins est le risque de gaspillage alimentaire. Mettre en place un système de fiches techniques pour vous assurer que vous avez le juste grammage et que l'ensemble de l'équipe est clair sur les grammages à mettre en place par assiette et travailler sur tout ce qui est optimisation des produits et des sous-produits. Donc, on utilise un produit dans différentes recettes lorsqu'on choisit un produit. Et ensuite, on essaie d'utiliser son produit dans son intégralité. Donc, par exemple, hein, pour l'exemple d'un légume, on va utiliser le légume de la fan à la racine. Ou lorsqu'on utilise une viande, on va essayer d'utiliser, par exemple, la carcasse pour faire des fonds de sauce, etc., pour utiliser le produit au maximum. En aval, bien sûr, on essaie de valoriser les vendus au maximum. Donc, soit avec des partenariats avec des associations, ou soit en mettant des partenariats avec des applications qui existent. Donc, vous les connaissez, hein, Too Good To Go, Phoenix, qui sont des applications qui permettent d'utiliser les invendus. Alors, sur le travail du gaspillage alimentaire, c'est vraiment une action qui est à mener en équipe. Pourquoi? Parce que le gaspillage alimentaire, c'est assez pernicieux, ça va se loger sur l'ensemble de la démarche, d'abord lors du stockage, puis ensuite lors de la conception des recettes, puis en cuisine, puis en salle, puis après le service. Et donc, si vous n'arrivez, pour vraiment mettre en place un plan d'action, il faut mobiliser toute l'équipe pour lutter contre le gaspillage alimentaire à toutes les étapes. Alors, voilà, hein, sur la carte, les trois leviers sur lesquels vous pouvez travailler, hein, c'est le levier de la végétalisation, des saisons et de l'anti-gaspi. C'est des leviers hein, qui sont extrêmement intéressants. D'abord parce que d'un point de vue carbone, ça permet de réduire significativement l'empreinte carbone de vos menus. Nous, dans le cadre des accompagnements qu'on peut réaliser avec ces trois types d'actions, donc végétalisation, saison et anti-gaspi, on peut réduire l'empreinte carbone des assiettes jusqu'à 39%. Et par ailleurs, ça fait faire des économies très rapides. On observe en moyenne entre 10 à 20% d'économies avec ces trois actions conjointes. Donc, il y a vraiment des économies rapides à aller chercher sur ce sujet. Et ensuite, ce qui est bénéfique, c'est ces économies, si vous le souhaitez, vous pouvez les réinvestir pour financer une montée en gamme, donc vers des produits plus qualitatifs, que ça soit des produits bio ou des produits locaux. Là encore, si vous allez sur ces produits bio et des produits locaux, vous allez ensuite proposer d'autres bénéfices, des bénéfices pour les clients autour d'une meilleure santé autour des produits bio, et aussi redynamiser le territoire en mettant les produits de votre terroir au cœur de votre proposition. Alors, quelques exemples très concrets d'actions qui ont pu être menées par des restaurateurs qu'on a accompagnés pour vous montrer hein, que c'est des actions qui sont finalement pas très compliquées à mettre en place et qu'il y a des économies très rapides à aller chercher. Alors dernièrement, nous avons travaillé avec un gastronomique qui a fait un travail de rééquilibrage des grammages. Donc très concrètement, il a réduit hein, toutes ses portions de viande de l'ordre de 25 grammes. Et parallèlement à ça, il a retravaillé ses garnitures pour essayer de les rendre un petit peu plus qualitatives. Donc il a introduit notamment des légumineuses et des céréales pour avoir vraiment une proposition végétale qui soit attractive. Parallèlement à ça, hein, ils ont supprimé un plat de bœuf. Donc, ils avaient quatre propositions à la carte. Donc, dans les quatre, il y avait deux plats de bœuf. Donc, maintenant, il y a un des deux plats de bœuf qui est remplacé par un plat de volaille. Et également, ils ont introduit un plat végétarien. Et avec ce type d'action, ils ont réduit leur empreinte carbone de l'ordre de 30%. Et ils ont fait des bénéfices économiques, hein, en l'occurrence, entre 20 et 30% de différentiel de coûts grâce au différentiel de coûts matière entre les différentes viandes qui étaient proposées. Autre exemple extrêmement intéressant, l'exemple cette fois-ci d'un restaurant d'hôtel qui avait à sa carte nombreux produits avion. Ils avaient notamment une salade de fruits et dans cette salade de fruits, il y avait beaucoup d'ananas qui étaient de l'ananas avion. Ils ont fait un travail auprès de leurs fournisseurs pour leur indiquer qu'ils étaient en zéro avion, qu'ils voulaient que l'ensemble de l'ananas acheté vienne en bateau. Et avec juste cette simple action, ils ont réduit l'impact carbone de leur carte de l'ordre de 5%. Et avec un bénéfice économique, là encore important, puisque l'ananas bateau, hein, c'est 50% moins cher que l'ananas avion. Dernier exemple très concret, cette fois-ci dans un restaurant traditionnel que nous avons accompagné. Le restaurant a fait un travail de peser des déchets sur une semaine.
Suite à ce travail, ils ont identifié qu'il y avait une problématique autour du buffet d'entrée, que le buffet d'entrée générait énormément de gaspillage alimentaire. Donc, ils ont supprimé les buffets d'entrée et mis en place un système d'entrée à la carte. Ils ont également mis en place des fiches techniques pour s'assurer que les justes grammages étaient dans l'assiette. Il y avait notamment une problématique autour des frites, puisque les portions de frites étaient bien trop importantes. Et donc, avec ce système de fiches techniques, on arrivait à un grammage de frites qui était vraiment celui qui était raisonnable. Et enfin, ils ont fait un travail autour du pain. Souvent, hein, le sujet du pain, c'est ce qui revient très fréquemment dans les restaurants comme une problématique, puisqu'on a tendance à mettre trop de pain et donc on gâche pas mal de pain. Donc, ils ont mis en place une procédure très claire pour tous les salariés autour de pain. Donc, en l'occurrence, c'était pas plus de un bout de pain par personne et le pain était mis juste avant l'arrivée des plats. Pour essayer de réduire ce gaspillage alimentaire autour du pain. Et avec toutes ces actions, hein, ils ont réduit leur perte de l'ordre de 15%. Ce qui montre que là encore, hein, il y a des belles économies à aller chercher. Voilà sur la carte. Je laisse peut-être la parole à Erwan, qui est restaurateur, qui peut peut-être vous donner lui aussi son point de vue et de vraiment professionnel sur les actions sur lesquelles vous pouvez travailler sur le sujet de la carte. Bonjour, je m'appelle Erwan. Moi, j'ai deux restaurants que j'ai été suivi par FIG en premier trimestre de cette année là. J'ai deux restaurants différents. J'en ai un qui est vraiment touristique, en deuxième ligne de front de mer, et un autre plus dans l'intérieur. Donc vraiment que deux gammes différentes. Et dans les deux restaurants, on a eu pas mal d'économies. Et voilà, le FIG nous a bien aidé. En revenant un petit peu sur tout ce qu'on a dit, voilà, sur le nommer les plats, en fait, comme on a dit, faut pas appeler un plat vegan, ce serait dommage parce que on empêche les carnets de le prendre. Mais un risotto de champignons, par exemple, c'est déjà un plat végétarien, je veux dire, ou vegan, suivant si on met du fromage ou pas. Et c'est très vendeur, sans parler du nom. Euh, Ensuite, on a repris les poubelles, beaucoup, en faisant une pesée sur la poubelle le retour des clients et une pesée sur les poubelles des cuisiniers pour essayer d'identifier un petit peu les économies qu'on pouvait faire. Et on a trouvé pas mal en fait. On a réduit un petit peu les grammages chez les clients et en utilisant un peu plus certains produits, enfin notamment nous c'était les croûtes de parmesan qui pesaient beaucoup. On a fait une glace avec. Enfin voilà, ça fait toujours des petites économies. Et puis ensuite, on a vérifié aussi tout ce qui est, tout ce qui est consigne, les iced tea, enfin, tous les sodas en fait, hein. Il y en a certains qu'on n'avait pas en consigné, qu'on a pris en consigné, qui du coup en fait sont souvent moins chers. C'est souvent le brasseur hein, qui nous indiquait pas les bonnes, les bonnes choses. On a fait rentrer un pichet aussi en vin qui a très bien marché tout l'été, sur lesquels on fait des meilleures marges. On avait arrêté les pichets il y a longtemps. Et du coup, ça revient un peu. Voilà, c'était assez bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Super. Avant de passer sur un autre levier, hein, le levier de l'énergie, peut-être on peut prendre un petit temps d'échange pour savoir si vous avez des questions par rapport à la carte, des choses vous aimeriez creuser ou voilà, des questions. Pas de questions particulières? Pardon, bonjour. Oui, Ah, bonjour. attends, je me vois plus. Hein. Attends, je sais pas où je suis. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en cours de route. J'ai eu une grosse journée. Je suis arrivée et en fait, jusque-là, tout ce que vous avez expliqué, c'est déjà des choses que je fais en fait. Puisque moi, tout ce que je propose, c'est sans gluten, sans lait de vache, végétarien, bio, local. Donc, en termes de gaspillage alimentaire, j'en fais quasiment pas parce que tout ce qui est pelure ou quoi, je le donne à la forêt des lapins et de Sassou. Donc, c'est déjà directement à manger. Je prends beaucoup en vrac. Donc, en fait, là, par exemple, monsieur disait que bah, il fallait pas indiquer le fait que c'était vegan. Mais moi, je sais que, par exemple, alors le fait que je marque que c'est végétarien, que c'est sans gluten, je me prends régulièrement des petites réflexions de gens qui connaissent rien du tout et qui disent que ouais, c'est une question de mode ou je sais pas quoi.
Et c'est très compliqué parce que j'ai des gens, pour communiquer, parce que j'ai des gens qui viennent exprès parce qu'ils ont des allergies alimentaires, ils ont des intolérances alimentaires, et donc ils ont besoin de lieux comme le mien, et ils ont besoin de savoir que le lieu existe. Le problème, c'est que pour les gens qui n'ont pas ces intolérances alimentaires, en tout cas qui n'en ont pas conscience, et ben en fait, c'est un frein parce que comme ils n'y connaissent absolument rien, ils ont l'impression qu'ils vont manger des graines en fait et rien d'autre. Et donc, c'est très problématique pour moi de communiquer et je galère beaucoup. Alors, j'ai entendu l'exemple du poké vegan qui est devenu le sexy falafel, mais à moins de mettre que tout ce que je fais c'est sexy, je vois pas trop comment faire pour donner envie en fait Si aux je peux me carnassiers. permettre, si je peux me permettre, Oui, en fait, le végétarien ou le vegan sur la carte, lui, il va directement identifier les plats qui vont apporter. Nous, par exemple, on fait des gnocchis maison gorgonzola et noix depuis longtemps, et j'ai des amis qui sont très carnés, en fait, et qui mangent ça en permanence. Et je leur ai fait la réflexion la dernière fois que ça fait 5 fois qu'ils mangeaient végétarien, et en fait, ils s'en étaient pas rendus compte. Je veux pas dire que c'est pas bien de marquer dans un coin que le restaurant, je marque d'ailleurs, moi, sur Internet, que j'ai des plats végétariens et des plats véganes, mais je l'identifie pas spécialement sur la carte. Puisque le végétarien et le vegan, lui, il va de suite savoir vers quoi aller. Alors que le carné, enfin le mangeur carné, en fait, il va très bien se contenter d'un plat local de légumes. C'est juste que il a pas forcément, ça n'a pas forcément une moins bonne image pour lui. En tout cas, ça lui parle pas. En revanche, pour les allergies, là, par contre, clairement, sur le sans gluten, c'est important de le préciser, puisque Ouais. Ouais. là, voilà, il y a une demande, et c'est vrai que c'est moins bien intégré encore, mais ça vient. Il faut le faire. Et puis, il faut des gens comme vous pour le présenter parce que petit à petit, ça rentre dans les mœurs, hein. Il y a encore quelques années, on n'en avait pas, nous, moi, je suis sur Hendaye. On a un qui s'est installé, qui le fait. Au début, tout le monde le regardait comme ça. Maintenant, il travaille bien. Et puis, on y va, même si on n'est pas intolérant au gluten, quoi. Donc, voilà, c'est juste que ça prend un peu de temps. ouais, mais ça prend du temps. Mais là, enfin, ça prend beaucoup de temps. Moi, ça fait quand même 5 ans que je suis à Cambo et c'est long. Donc, voilà, de me prendre encore des réflexions, des trucs comme ça. Et je pensais que ce serait, voilà, qu'il y aurait plus de gens qui seraient ouverts à ça ou au moins à tester, sachant que dans une ville thermale, on s'attend à ce que bah, les curistes soient des personnes qui prennent soin de leur santé, que nenni. C'est pas le cas. Et du coup, ben, moi, vraiment, ma réflexion, c'est, OK, toute la partie anti-gaspi, tout ça, c'est bon, je suis OK. Par contre, comment je fais pour valoriser ce que je fais, en fait, que ce soit plus sexy, plus vendeur, je sais pas, et tout en indiquant quand même ce que je fais, la provenance, tout le cœur que j'y mets, et voilà, et que ce Ce soit que- ce que- ce valorisé. qu'on ce qu'on observe, Karine, parfois, c'est que vous pouvez, par exemple, sur votre carte, indiquer vos engagements au début de la carte pour rappeler à vos clients tout, justement toute la démarche que vous avez mis en place sur de l'anti-gaspi, sur des produits locaux. Donc, vous pouvez le mettre vraiment au haut de la carte. Et ensuite, hein, vous pouvez utiliser des labels, enfin, des pictos comme par exemple une petite planète pour identifier les plats qui sont les plus bas carbone, pour justement sortir de cette notion de vegan, végétarien qui peut avoir une connotation négative et donner d'autres moyens à vos clients de comprendre que ces plats-là, c'est des plats qui sont bons pour la santé, bons pour la planète. Voilà. Et puis aussi travailler au maximum sur les descriptions des plats. J'en ai parlé, mais c'est un sujet fondamental. C'est vraiment de donner envie par le naming du plat à vos clients de prendre ces plats. Il faut savoir en moyenne, un client, il va passer 109 secondes sur un menu. Donc, en 109 secondes, faut qu'il fasse faut qu'il trouve le plat qu'il va choisir. Donc, vraiment, la façon dont vous communiquez sur votre carte, l'ordre des plats, quel plat vous mettez en numéro un dans votre carte, tout ça, ça influe énormément sur le choix de vos clients. Ah, mais alors, c'est facile, hein. Moi, c'est entrée, plat, dessert et ça change à chaque fois, en fait. Donc, je fais pas plusieurs plats. C'est à chaque fois, il y a une entrée, un plat et après le choix du dessert. Mais il y a pas, je change en fait régulièrement et enfin toutes les semaines ou tous les jours. Si c'est le vendredi, je fais que le vendredi et le samedi sur réservation. Pareil aussi pour que ça puisse bien éviter le gaspille. Et mais du coup, et pareil, je fais un grand intitulé en mettant tout ce qu'il y a dedans et tout ça. Et pourtant il y a un truc qui bloque. Alors peut-être parce que c'est Cambo les Bains, que c'est conservateur, je sais pas, mais il y a un truc qui bloque.
J'arrive Bah, pas à enfin comprendre. voilà, je pense que les leviers marketing, vous les avez. Si vous avez, ça vous intéresse qu'on creuse sur ce Oui, sujet-là, on pourra en parler d'accord. toutes les deux. Il y a vraiment Ouais. tout un tas de leviers marketing sur lesquels vous pouvez travailler. Il existe des checklists, enfin voilà, de tous les leviers marketing que vous pouvez essayer de mettre en place pour pousser vos clients vers un plat ou un autre. On peut les redescendre ensemble, hein, et c'est ce dont j'indiquais, hein, c'est les mettre en suggestion du chef, c'est communiquer sur le côté bon pour la planète. C'est, enfin voilà, il y a plein de leviers sur le prix également un bon moyen de pousser les clients vers un plat ou un autre. En tout cas, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, un restaurateur, il a un moyen d'influer sur le choix de ses clients à travers son menu. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la carte? On passe au sujet de l'énergie. Alors, euh, sur le sujet de l'énergie, donc un restaurant, hein, c'est un lieu extrêmement consommateur de ressources. Pour vous donner les chiffres, c'est à peu près 4 kWh d'énergie qui sont consommés en moyenne dans un restaurant classique et 12 000 euros qui sont dépensés par an pour le restaurant. Donc, le sujet de l'énergie, c'est à la fois un sujet écologique et économique qu'il faut essayer de traiter au mieux. Euh, Ce que nous, on vous conseille pour commencer ce sujet, c'est d'abord de faire un bilan de vos consommations. Ce qu'on observe très fréquemment, c'est que les restaurateurs, vous avez une vision sur votre facture en euros et pas forcément en kilowattheure. Je ne sais pas si c'est le cas parmi les restaurateurs qui sont là. Mais donc, nous, on vous invite à aller au-delà de la facture en euros, à vraiment rentrer dans le détail de votre facture pour vous rendre compte de votre consommation en kilowattheure au mois le mois. Vous pouvez, par exemple, mettre en place un système de petits fichiers Excel qui vous permet de suivre tous les mois votre consommation et calculer des indicateurs, par exemple en kilowattheure par couvert pour voir comment est-ce que ça évolue en fonction de votre fréquentation. Ça vous permet d'avoir des bonnes références pour suivre votre consommation. Si vous êtes intéressé par ça, nous, on a tout un tas d'indicateurs par concept qui vous permettent de vous comparer si vous êtes plutôt une crêperie, plutôt une pizzeria ou un gastronomique. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer d'aller retravailler tous les éco-gestes simples autour de l'énergie en équipe. Alors, malheureusement, enfin, comme vous pouvez voir sur le côté droite de la slide, hein, il n'existe pas un poste dans le restaurant qui représente la majorité de l'impact énergétique. Et les postes sont assez répartis entre chauffage, réfrigération, cuisine, éclairage. Et donc, il faut mettre en place des éco-gestes à chaque niveau pour essayer d'optimiser votre consommation. Donc, je ne vais pas redescendre hein, levier par levier sur les éco-gestes. Hein, vous pouvez les retrouver enfin très facilement sur Internet. Mais c'est vraiment une idée de rationalisation autour de le nombre d'heures d'utilisation du produit, de l'appareil, et puis aussi le nombre d'appareils que vous utilisez. Au-delà de ça, je vous invite à faire tous les investissements peu coûteux hein, qui permettent d'avoir des retours sur investissement rapides. Notamment mettre en place des détecteurs de présence dans toutes les zones de passage pour éviter que la lumière reste allumée bêtement, mettre en place des LED qui ont des retours sur investissement très rapides, un système de thermostat pour piloter votre température la nuit, le jour et également votre climatisation. Ça, c'est vraiment des investissements où je vous invite à faire parce que vous trouverez un retour sur investissement quasi immédiat. Au-delà de ça, vous pouvez également réfléchir à des investissements plus lourds et faire des études d'impact autour, par exemple, de pompes à chaleur, de plaques à induction, qui là vous permettent de faire des économies plus significatives. Là encore, hein, cette démarche, elle est extrêmement vertueuse puisque, comme je disais en introduction, il y a des bénéfices de l'ordre de 10% d'économie à aller chercher très rapidement avec les premiers éco-gestes. Là encore, hein, c'est des chiffres que nous, on observe au quotidien avec les restaurateurs. Dès que les restaurateurs vraiment se mettent à mettre en place une rationalisation un peu précise de leurs différents leviers de consommation, ils arrivent à des économies de l'ordre de 5 à 10%. Alors, là encore, quelques exemples précis sur le sujet. Donc, par exemple, hein, nous avons travaillé dernièrement avec une brasserie qui a travaillé toutes les actions autour de sa climatisation et ce chauffage pour mettre en place un système de règles de température. La climatisation était par exemple allumée dès le matin, elle est allumée maintenant uniquement pendant le service et elle est éteinte vraiment tout de suite à la fin du service. Ils ont également éteint certains frigos qu'ils ont qualifiés de confort, qui étaient des frigos où ils stockaient des boissons mais qui n'avaient absolument pas besoin d'être réfrigérés.
et ils ont fait un passage progressif en LED. Et avec ces trois types d'actions, ils ont réduit leur impact d'électricité de l'ordre de 25%, ce qui leur a généré une économie de l'ordre de 3 500 € en annuel. Donc ça montre à quel point, hein, les économies sur ce sujet peuvent être rapides. On a également travaillé avec un restaurateur qui, lui, a mis en place un système de panneaux solaires. Donc, ils ont intégré 27 panneaux solaires en avril 2024 pour un investissement de l'ordre de 20 000 €. Et avec ce type avec les panneaux solaires, ils ont réduit leur consommation d'énergie de l'ordre de 30 à 40% sur les premiers mois d'utilisation. Là encore, donc certes, le retour sur investissement est plus long, hein, mais il y a vraiment des actions simples à aller mettre en place. Erwan, est-ce que tu veux rajouter un levier par rapport enfin, des idées par rapport à ça? Non, mais c'est un peu ça en fait. Nous, on a essayé de travailler un peu là-dessus. On n'a pas réussi à enlever le frigo, nous. Mais le fait de s'y atteler, surtout, ça, entre ça, plus peser les poubelles, etc., c'est surtout que ça. Enfin, moi, j'ai pas mal de personnel, c'est que ça a mis les jeunes un peu au cœur de l'action. Et du coup, je vois maintenant les employés qui s'en moquaient avant font demi-tour pour éteindre les lumières parce qu'on n'a pas mis encore de minuteurs partout parce que c'est un coût. En fait, on attend une panne en fait pour changer les appareils. On ne change pas au fur et à mesure. Mais ça fait des économies, hein. Puis on a tous eu une augmentation de nos factures d'électricité l'année dernière. Pas que d'ailleurs, hein, pas que l'électricité. Donc le moindre petit effet, la moindre lumière, le moindre frigo éteint, ça fait vite des économies, hein. Mais je pense qu'on est tous inquiets toujours quand on voit le prix de l'énergie en ce moment. Est-ce que quelqu'un d'autre a des commentaires ou des questions par rapport au sujet de l'énergie? Ok, super. Alors, il faut juste que je récupère mon écran parce que je ne le vois plus. Un instant. Je ne vois plus ma présentation, Armel. Elle est pourtant bien à l'écran, enfin, en ce qui me concerne. Euh, voilà, donc je pense avoir retrouvé. Ah, Sur le sujet des déchets, pour finir, là encore, hein, c'est un sujet important. On a vu que d'un point de vue carbone, les déchets représentés étaient le troisième poste, enfin que ça avait moins d'impact carbone. C'est néanmoins un restaurateur et va générer néanmoins énormément de déchets. On parle de 9 tonnes de déchets générés en moyenne dans un établissement, ce qui représente à peu près 270 grammes de déchets, notamment d'emballage par repas. Donc là encore, hein, c'est intéressant de mettre en place une démarche autour des déchets. Ce qu'on vous conseille, c'est donc de travailler en priorité sur les gisements qui représentent le plus gros volume. Donc en cuisine, hein, ça va tourner bien évidemment autour de tout ce qui est les emballages. N'hésitez pas à pousser vos fournisseurs pour mettre en place des systèmes de boucle retour. Vous pouvez par exemple leur rendre leurs cartons et leurs cagettes pour leur signifier le fait que vous voulez qu'ils gèrent ce sujet-là, et les pousser à vous proposer des systèmes de cagettes réutilisables pour essayer de réduire au maximum le volume de déchets. Pour ce qui est le sujet du verre, n'hésitez pas également à travailler sur ce sujet-là, hein. Le verre a une empreinte carbone qui est assez élevée. Et donc, lorsque vous allez passer en verre consigné, vous allez réduire significativement l'impact du verre. On dit qu'un verre consigné, c'est 80% d'impact de moins qu'un verre perdu. Donc, l'idée, hein, c'est d'essayer de pister tout ce que vous avez en verre perdu pour essayer de le passer progressivement en verre consigné. Alors, c'est pas toujours simple, hein, notamment sur le vin, mais des solutions autour, par exemple, des bibes, pour certains concepts peuvent être trouvés pour essayer de réduire ce volume de verre. Et maintenant, il y a de plus en plus de solutions qui existent également, qui sont proposées, comme par exemple certains prestataires qui proposent de récupérer le verre et ensuite de le réinjecter dans les circuits, hein, sans qu'il soit cassé. Ou il y a également des solutions, par exemple, d'eau microfiltrée qui existent, qui vous permettent de proposer de l'eau en bouteille, enfin d'éviter tout ce qui est en bouteille. Euh, En salle, l'idée, c'est d'essayer de la même façon d'aller travailler sur tout ce qui est usage unique qui peut représenter finalement de gros volumes. Par exemple, en essayant de travailler, de réduire, hein, par exemple, si vous avez des cartes en papier, des sets de table en papier ou des serviettes en papier, ça peut représenter quand même des volumes significatifs. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour essayer de trouver des solutions, des alternatives en tissu ou en dur, va vous permettre de réduire significativement votre volume de déchets.
Également, si vous avez de la vente à emporter, il y a également des enjeux autour de la vente à emporter. Donc, n'hésitez pas à signifier à vos clients le fait que vous acceptez les contenants. On vous a mis sur la slide des petites vignettes que vous pouvez les télécharger sur le site de Zero Waste qui permettent de communiquer assez simplement à vos clients sur le fait que vous acceptez les contenants. Et ensuite, si vous le pouvez, vous pouvez également proposer un système de consigne pour permettre aux clients qui le souhaitent d'éviter complètement les déchets. Là encore, hein, le sujet des déchets est un sujet qu'il faut travailler en équipe et il faut notamment retravailler tous les gestes de tri en équipe pour s'assurer que ça soit bien réalisé sur l'ensemble des flux. Alors, ce sujet des déchets, là encore, c'est extrêmement bénéfique, hein. Certes, pour certains gisements d'effets, ça peut nécessiter de l'investissement, mais le retour sur investissement, il est là. On observe jusqu'à 47% de baisse de l'empreinte carbone liée aux déchets lorsqu'on met en place une démarche autour des déchets. Et ça présente notamment de nombreux bénéfices. D'abord, une conformité réglementaire et ensuite et surtout une réduction de la pénibilité pour les équipes. Je pense par exemple aux solutions d'eau microfiltrée qui va permettre à certains restaurateurs de supprimer complètement l'eau en bouteille et donc de réduire la pénibilité de leurs équipes qui vont du coup ne pas avoir à gérer toutes ces bouteilles d'eau, aller les porter à la bonne aver. Sur le sujet des déchets, est-ce que vous avez des questions en particulier, des points qui sont, enfin, des points difficiles à traiter pour vous? Ok, très bien. Juste, pardon, pour l'eau microfiltrée, Oui, c'est quoi en fait? alors. C'est un système qui se met en amont en fait. En fait, l'eau microfiltrée, c'est un système qui va vous permettre de proposer de l'eau à la fois en eau minérale plate et gazeuse à vos clients. Donc, ça marche avec une machine que vous avez sur abonnement. Il y a différents fournisseurs qui existent, comme par exemple Aquacara, Castelli, qui vous permet d'éviter complètement l'eau en bouteille. Ouais, Ça peut être neutre hein, d'un point de vue économique parce qu'en fait vous allez pouvoir proposer cette eau payante à vos clients et donc avec l'eau payante à vos clients amortir le coût de location de la machine. Donc c'est une solution qui peut être très intéressante si vous passez notamment un gros volume d'eau pour complètement éradiquer ces bouteilles d'eau et ça peut être neutre d'un point de vue économique. ok, merci. Alors, en synthèse, hein, comment donner vie à cette démarche? Donc, on a vu hein, qu'il existe nombreuses actions sur lesquelles vous pouvez travailler, que ce soit sur la carte, sur l'énergie et les déchets. C'est des actions qui vont potentiellement générer de très belles économies. Lorsque vous mettez en place cette démarche, n'hésitez pas à prioriser vos combats. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout faire. Les restaurateurs, vous avez nombreuses problématiques opérationnelles et donc parfois, enfin, voilà, un problème de temps. Donc l'idée, c'est d'essayer de prioriser ces combats. Mettre en place un plan d'action en travaillant d'abord sur les actions qui permettent de faire des économies, qui ensuite vont vous permettre de financer des actions qui nécessitent du budget supplémentaire et toujours en impliquant les équipes au maximum dans cette démarche. C'est absolument indispensable que l'ensemble de l'équipe soit intégré dans cette démarche pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit partagée des uns et des autres. C'est également ce qui motive les collaborateurs à venir au travail que de travailler sur une démarche engagée. Euh, à ce stade, pas de questions particulières? Ce que je vous propose, c'est donc maintenant de parler du projet Gaturi 2 et notamment l'action qui va être proposée aux restaurateurs dans le cadre de ce projet-là. Donc, nous allons proposer aux restaurateurs une action sur 24 mois aux côtés des restaurateurs des Pyrénées-Atlantiques et de Navarre. Donc, c'est une action en deux temps. D'abord, une action de sensibilisation collective via des webinaires. Donc, il y a donc le webinaire d'aujourd'hui qui est proposé. Un deuxième webinaire va être proposé en mai 2025. Et ensuite, pour les restaurateurs qui le souhaitent, on proposera des accompagnements individuels pour engager ou accélérer la démarche environnementale. Donc, il y aura une première vague d'accompagnement qui va être proposée à partir de décembre 2024 et une deuxième vague en mai 2025. Et à travers ces deux vagues d'accompagnement, on va accompagner 20 restaurateurs, donc 10 restaurateurs sur la première vague et 10 restaurateurs sur la deuxième vague.
pour vous donner un peu plus de visibilité sur l'accompagnement individuel qui va être proposé. Donc, vous avez le planning sur cette slide de la première vague d'accompagnement. Donc, l'accompagnement va se dérouler entre décembre 2024 et juin 2025. C'est un accompagnement en 4 étapes. On vous proposera d'abord de faire une phase de diagnostic initial. On fera notamment un échange d'1 heure pour essayer de mieux comprendre votre démarche. Et si vous le souhaitez, on vous demandera de nous collecter certaines données qui nous permettent d'avoir une vision plus précise sur vos opérations. Donc notamment tout ce qui est facture annuelle d'énergie et d'eau, quantité d'achat en mensuel, trimestriel ou annuel et données sur les quantités de déchets. Ces indicateurs-là, ça nous permettra notamment de vous benchmarker par rapport à d'autres restaurateurs et donc vous faire un retour sur comment vous vous positionnez par rapport à d'autres et quels sont les leviers faciles sur lesquels vous pouvez travailler. Au-delà de ça, pour les restaurateurs qui donneront l'ensemble des données, on pourra leur faire un retour assez précis sur leur empreinte carbone. Suite à ça, on planifiera un deuxième point d'échange autour de janvier-février pour faire un retour sur votre bilan initial et vous proposer des actions. Lors de cet échange, l'idée, c'est par rapport à ces actions qu'on vous proposera, on définisse ensemble une feuille de route, c'est-à-dire qu'on définisse les quelques actions qui vous semblent les plus prioritaires sur lesquelles vous voulez travailler dans les prochains mois. Et ensuite, on planifiera sur différents temps de coaching sur les prochains mois pour vous aider à mettre en place ces différentes actions. Donc, on estime que c'est à peu près 1 heure par semaine qu'il faut consacrer à la démarche pour mettre en place ces actions. Et puis ensuite, il y a à peu près 1 heure de coaching qui est proposée par mois. On proposera 1 à 3 points selon le niveau de maturité et le niveau de temps des différents restaurateurs pour mettre en place ces actions. En bout de démarche, on proposera un temps pour faire un bilan final et travailler sur les leviers de communication autour de l'action que l'on a réalisée ensemble. Donc, il y aura 1 heure d'échange pour travailler, pour faire ce bilan final. Et là encore, on proposera aux plus motivés de nous faire parvenir différentes données qui nous permettront de faire une mesure d'impact précise de l'action. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a vraiment des belles économies à la fois carbone et euros à aller chercher autour de cette démarche. Si vous êtes intéressé pour rentrer dans ce programme d'accompagnement individuel, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez les contacts côté français, donc en l'occurrence, vous avez mon contact, et des contacts également côté navarrais. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et après, on planifiera un premier échange pour vous expliquer les prochaines étapes et rentrer dans vraiment votre bilan initial. Merci beaucoup à vous. Y a-t-il des questions par rapport à ces enjeux? Gracias, Elis. Pardon, excusez-moi. Pardon un momentito. Elise, Sí. il y a une question sur le chat d'un cuisinier. Et cette question est là depuis les débuts. Donc, peut-être qu'il faut que vous regardiez ou que vous répondiez. Alors, je vous le traduis. Je m'appelle Joseva, je suis cuisinier donc d'un restaurant d'un camping dans le Pyrénées-Navarrais. Alors, il faut que je m'en aille. Je suis très intéressée à travailler la durabilité de l'entreprise et je vous remercie de la conférence. Donc, non, et il n'y a aucune question. Excusez-moi, je ne l'avais pas lu. Non, mais Attendez, ok, il y a des gens en salle d'attente. Super. Et je lance l'interprétariat que je coupais pour pouvoir D'accord. vous parler. Alors, je lance l'interprétariat et on reprend, il y a une question. Je sais pas de question. Alors, ¿Puedo hablar, Elis? Oui. Y Mel, merci beaucoup. Muchas gracias por la presentación. Ha quedado muy clara. Que tengo dos preguntas que seguro que lo habéis comentado, pero bueno, para que me quede todo claro. ¿Podréis enviar esta presentación para tenerla nosotros actualizada? Sur la Y poder méthode, enviársela a los restaurantes. Esa era mi la primera renvoyer pregunta. Y la segunda era du para ver si restaurateur nos et podéis ensuite nous recordar la dirons est-ce que fecha vous límite de appelez la confirmación date para limite que de os, bueno, que confirmation confirmemos pour los vous restaurantes que están confirmiez interesados les en ese restaurants qui acompañamiento sont online personalizado intéressés
par cet porque, bueno, accompagnement ahora en Argentina personnalisé. sí hablaremos Car con bastantes on va asociados discuter la question avec les interesados, restaurateurs más associés interesados pour savoir y, qu'il bueno, y a pues para una énormément de mayor restaurants coordinación y intéressés. Et je sincronización entre crois los que socios pour navarros, mieux pues nous para ver coordonner, il serait sé que bon el que límite l'on de intervienne. restaurantes Je por sais parte de que la Navarra es limite, Ahmed. qu'on a que Entonces, 5 bueno, restaurants, qu'il faut queríamos qu'on se saber un limite poco à 5 y restaurants. confirmar la fecha Donc, nous límite voudrions que vous confirmiez la para date nosotros tener una fecha previa pour y avoir coordinarnos mejor. une coordonnée en interne entre nous. Ah, Alors, juste avant de répondre à la question, moi je ne parle pas couramment espagnol, ça sera une personne de l'équipe hein, qui, elle, est bilingue, qui travaillera avec les restaurateurs espagnols. Donc, pas d'inquiétude sur le sujet, mais du coup, est-ce que c'est possible de me traduire la question? Oui, en fait, c'est parce Christina avait coupé l'interprétation et donc Bon, du coup, et un moment, on s'est attendez, pas remis à l'interprétation. j'ai coupé l'interprétation. Élise, maintenant, vous ne voyez rien sur votre écran. Mais dès que je vais lancer l'interprétation, vous allez voir apparaître en bas de votre écran français, espagnol. Donc, pour écouter ce qu'Andrea est en train de vous demander en espagnol, vous n'avez qu'à cliquer sur français et vous allez écouter l'interpretación. D'accord? Estaba explicando a la Elisa cómo hacer para acceder a la interpretación porque no ha debido de encontrar el botón. Elisa, je lance l'interprétation. Cherchez. Si vous le trouvez, vous me faites signe. Sinon, je reviens à suis en cabine de français. 1, 2, 3, Elise, est-ce que vous m'entendez? Je suis en train d'interpréter. Vous ne m'entendez pas? Vous ne me voyez pas? C'est bon? D'accord. Très bien, merci. Cristina, si quieres, Oui, repito brevemente lo que... je répète ma question. Oui, Vale, lo oui. repito brevemente, Alors, ¿vale? je répète ma question, Tengo Elise. dos Alors, moi, cuestiones. La j'ai deux primera querría questions. ser La para première question confirmar, est donc bueno, si confirmer esta ou presentación que savoir hemos visto hoy si vous nos comptiez la podéis nous enviar a la envoyer sesión de cette socias présentation para trasladársela a los car restaurantes. Esa es nous la allons primera donc pregunta. la renvoyer Y donc la au segunda restaurateur. pregunta C'était ma era de première question. Et ma confirmar deuxième la question fecha était límite, confirmer la que ya date Ahmed nos limite. comentó la fecha límite, Je pero sais casi queda qu'Armel mejor nous l'a rappelé, mais reconfirmar en la fait, fecha c'est límite que uniquement pour necesitáis confirmer saber la date que limite. 5 C'est-à-dire, restaurantes en Navarra vous attendez qu'on van a vous propose estar 5 restaurants o et on quieren voudrait savoir participar en où. ese Alors, acompañamiento online, et Alors, on parle ¿vale? de cet Entonces, accompagnement es en online. empezar oui, Alors, previamente alors, Parce qu'il faut qu'on fasse un je, travail en amont pour oui. vous en proposer que 5. Alors, c'est effectivement, je vais répondre. Alors, sur la présentation, je comptais vous faire une synthèse parce que là, il y a beaucoup de slides pour faire une synthèse qui soit plus digeste pour les participants. Donc, je vais vous faire parvenir ça suite à la présentation, ça sera plus facile comme support. Et par rapport à la deuxième question, on a fixé comme date limite avec Armel le 1er décembre. Donc là, on se donne tout le mois tout le mois de novembre pour faire vraiment le recrutement des restaurateurs pour les accompagnements individuels et on débute début décembre. C'est pour ça que j'avais indiqué début décembre dans la présentation. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'ensuite tous les accompagnements soient terminés pour fin avril. Fin la avril. saison, pour Et le comme ça, démarrage de la saison on finit touristique. avant la saison. On finit avant la saison et on commence parallèlement la deuxième vague d'accompagnement avec le recrutement post deuxième webinaire pour recommencer juste après la saison en septembre. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est le temps de la traduction. perfecto. Parfait. Aprovecho Parfait. la ocasión, como Je hay algún profite, étant restaurante donné qu'il y a presente, para des recordaros restaurateurs qui y nous recordarles accompagnent, que je contacten tiens à con leur nosotros los rappeler que qu'il faut están qu'ils se mettent interesados, que que nosotros il faut vamos a qu'ils hacer se eso mettent con los d'accord restaurantes, avec, pero qu'il bueno, faut qu'ils se aprovecho mettent en que contact estéis avec presentes nous. a que Mais étant donné que contactéis con vous êtes nosotros là, porque je vous seguiremos las encourage entidades donc à socias rentrer en contact tienen, avec nos nous, pondremos en car ce contacto sont con Elis y les con les Ahmed acteurs qui vont rentrer en para contact confirmar avec los 5 restaurantes. Élise et Oui, avec Armel, justement pour confirmer les 5 restaurants Merci participants. beaucoup. oui, absolument. J'envoie le même message auprès des restaurateurs français qui sont présents de se rapprocher de moi. On a été en contact par mail, hein, c'est moi qui vous envoie les liens, etc. Voilà, pour vous manifester et manifester votre intérêt pour cet accompagnement plus poussé et individuel. On Est-ce peut que peut-être... Pardon, co- vas-y, Élise.
Côté restaurateur, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au levier d'action qu'on a évoqué autour de la carte des déchets et de l'énergie? D'autres réactions? Excusez-moi, est-ce que vous allez nous envoyer après enfin, la visio en fait enregistrée? Oui, alors J'ai vu. la visio elle était enregistrée dans les deux langues, vous sera envoyée, on vous enverra le lien en fait hein, vers la plateforme sur laquelle elle sera stockée. Ok, merci. Et je pense qu'on vous fera passer également, comme l'a dit Élise, la synthèse de la Oui, présentation. ok, super. Merci. D'autres questions ou interventions? Bon, mais dans ce cas, on a quasiment tenu le timing, c'est parfait. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, Élise, hein. Parler pendant 1 heure, c'est un bel exercice. Bravo, merci beaucoup et à très bientôt. On reste en contact et je vous invite à nous contacter voilà, pour manifester votre intérêt pour un Oui, accompagnement individuel. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.